Alors, qu'est-ce que c'est que ces phases dans le couple? En fait, ce serait un peu comme considérer qu'on n'est pas la même personne quand on rencontre la personne et quand on vit avec et quand on est dans le quotidien. Alors, j'ai détaillé ça sous quatre phases. La première phase, c'est la phase de rencontre qu'on peut appeler la phase de séduction. Cette phase de séduction, elle est très importante parce que c'est celle où on va charmer, celle où on va se dépasser, celle où on va pas vraiment réellement être soi-même parce qu'on a repéré quelqu'un qui nous plaît vraiment très fort et on va vouloir coller avec elle, on va vouloir réellement s'emboîter et faire en sorte que ça matche. Pour que ça matche, on va laisser de côté toute notre frustration, on va laisser de côté différents sentiments, différentes émotions pour être certain que l'autre puisse nous voir comme un idéal. Alors, cette phase de séduction, chez les mammifères ou chez les animaux, on peut appeler ça une phase de prédation même, puisque réellement l'objectif, c'est, une fois que j'ai ciblé cette personne, de faire en sorte qu'elle puisse, que je puisse la conquérir. On parle de conquête amoureuse. Et donc cette conquête, pour certaines personnes, ça peut s'apparenter à un combat où réellement je sors de mes habitudes pour faire en sorte que l'autre me remarque, que je puisse occuper la lumière, que je puisse occuper l'espace, et donc finissent par miraculeusement tout tomber sous mon charme. Alors, une fois que la personne est sous le charme, on a une phase alors différente selon les personnes qui dure quelques semaines, qui dure quelques mois, ça dépend des personnes. Et donc pendant cette phase, tout va être magique, c'est ce qu'on appelle la passion amoureuse. Donc on va énormément faire l'amour, on va énormément partager, on va énormément rigoler, on va être épaté par tout ce que l'autre raconte, on va rester des heures au téléphone, etc. Et ça va être une phase vraiment parfaite, sans accroc. Ensuite vient une deuxième phase qui est ce qu'on pourrait appeler la phase d'atterrissage, la phase euh, du dévoilement presque. C'est une phase où on va se permettre d'être un peu plus soi-même, c'est-à-dire que c'est ok, la personne est bien avec nous, on est en couple, c'est officiel, et derrière, celle-ci va petit à petit se rendre compte de certains détails. Petit à petit, se rendre compte de certains défauts et, euh, et finir soit par les accepter ou alors va y avoir un peu de friture sur la ligne. Et donc, ça va être important dans cette phase d'atterrissage de comprendre que, effectivement, la passion s'étiole un tout petit peu pour devenir quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus vrai. Cette phase d'atterrissage, elle est importante. Déjà, il est important de savoir qu'il y a une phase d'atterrissage. Sinon, on peut se retrouver, plusieurs personnes viennent nous voir en disant ah, il y a eu tromperie sur la marchandise. Au début, c'était la personne parfaite, et puis là, petit à petit, voilà, il y a des défauts que j'avais pas vus. Il m'a menti, c'est pas possible. Ou elle m'a menti d'ailleurs. Cette phase d'atterrissage, c'est une phase intéressante parce que c'est celle où petit à petit, je commence à voir mes manies, je commence à voir mes habitudes, je commence à montrer à l'autre que j'ai un certain rythme, etc. Et donc, l'autre n'est pas forcément en phase, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est deux personnes, deux individualités qui se rencontrent pour fabriquer un couple. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Euh, Parce que c'est important que chacun existe en tant qu'individualité. C'est important que chacun continue d'évoluer, de se développer en tant qu'individualité. Le couple, lui, c'est plutôt une structure où on se retrouve. Et donc, dans cette phase d'atterrissage, c'est important d'être suffisamment lucide et de se rendre compte que pendant cette phase, on pose les choses. C'est-à-dire que pendant la phase de séduction, on va avoir énormément d'énergie, on va développer énormément de choses pour pouvoir vivre intensément, pour pouvoir ressentir les choses intensément, pour se remplir le cerveau de souvenirs, etc. Dans la phase d'atterrissage, c'est la phase où on respire, un peu comme une respiration, où on va réellement calmer les choses. Et donc on découvre l'autre, c'est une belle phase parce que on est encore dans la découverte de l'autre. La découverte de l'autre telle qu'elle est réellement, et non plus c'est le fameux truc de la fille qui est toujours au top, super maquillée, super chaussures, super habits, le mec toujours propre sur lui, etc. Et puis ensuite on se rend compte qu'en fait il se rase pas tous les jours, que
Enfin bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc cette phase d'atterrissage, c'est la fameuse phase où on va se rendre compte des habitudes de l'un et de l'autre et voir si on arrive toujours à faire matcher ça ensemble. Donc c'est une phase où il va y avoir des compromis forcément pour être certain que ça colle des deux côtés et que personne n'est lésé. Ensuite, on a la troisième phase qui est la plus critique. C'est la phase qui concerne la routine. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atterri, une fois que je suis bien posé dans ma relation, bah vient la routine qui, pour beaucoup de couples, vient tuer l'amour. C'est-à-dire que il y a un truc qui ronronne, il y a un truc qui est tellement posé finalement qu'on ne remet plus rien en question et, euh, et l'autre fait un peu moins rêver. Alors l'autre fait un peu moins rêver parce qu'on le connaît par cœur, parce qu'on connaît la tête qu'il a ou qu'elle a quand elle se réveille le matin, on connaît toutes ses habitudes, on connaît toutes ses manies, on connaît toutes ses faiblesses aussi. Et donc dans cette phase-là, il y a plus beaucoup de surprises. Alors, on va voir ça tout à l'heure parce que l'objectif, c'est de faire en sorte justement qu'il continue d'exister quelque chose, de la vie à l'intérieur de ça. Mais cette phase de routine, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la phase d'ennui pour certaines personnes. C'est-à-dire que beaucoup de clients viennent nous voir pour savoir comment faire durer leur couple et ne se rendent pas compte qu'ils appellent leur phase de routine une phase d'ennui. Un couple, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 plus 1 égale 3. C'est une structure. Si à l'intérieur de cette structure, je ne m'investis pas et je ne mets rien à l'intérieur, il ne peut rien émerger, ni de neuf, ni de beau, ni de chouette, ni d'énergique. Cette phase de routine, elle est vraiment essentielle dans le couple. C'est celle qui me permet normalement d'être tout le temps moi-même. Et donc de pas faire des sauts de cabri, de pas bouger dans tous les sens, de pas démultiplier de l'énergie simplement pour exister. Normalement, c'est la phase où la vie, elle est simple. Pas forcément ennuyeuse, mais simple, la vie en couple. Et ensuite vient la dernière phase, qui est celle qu'on appelle la phase de remise en question. C'est-à-dire que si jamais je rentre dans la phase d'ennui, directement, je vais passer dans la phase de remise en question. Cette phase de remise en question, pour ceux qui ne sont pas dans l'ennui, c'est la phase des projets. C'est-à-dire que maintenant qu'on est ensemble, maintenant qu'on est posé, maintenant qu'on se sent bien, maintenant que même dans le calme et même dans, j'ai envie de dire, la vie de tous les jours, faut faire à manger, faut vider le lave-vaisselle, faut faire une machine à laver, etc., etc. Et puis les enfants qui crient de partout pour ceux qui ont des enfants. Euh, c'est important de continuer de nourrir sa vie, de nourrir son couple. Et donc, soit c'est la phase de remise en question, parce que j'ai l'impression que ça va plus, c'est plus pareil, c'est plus comme au début, on fait plus autant l'amour, on fait plus autant de choses. Bah là, c'est la phase de projet, on se remet en question, on se dit, ok, c'est quoi le prochain projet? Alors, on a besoin de projets pour avancer, on a besoin de projets pour se stimuler, on a besoin de projets pour qu'il se passe simplement quelque chose dans notre vie en tant que couple. Et donc, ça va être le projet de faire un voyage, ça va être le projet de monter une entreprise, ça va être le projet de voir de la famille, d'acheter un bien ou de déménager, etc., etc., etc. Cette phase-là, elle est tout aussi essentielle parce que c'est celle qui va permettre de, entre guillemets, relancer le couple. C'est celle qui va faire en sorte que on va à nouveau continuer de stimuler l'intérêt qu'on va avoir pour l'autre et pour cette structure qu'on appelle le couple. Hier, j'ai fait une séance et il y avait une question qui était très intéressante de la part d'une cliente qui était comment je fais moi pour rencontrer quelqu'un de bien? Comment je fais pour rencontrer quelqu'un qui me convient? Alors je vais vous donner un exemple très simple. Cette personne, quand je lui ai demandé donc la qualité de ses relations amoureuses, etc., elle m'explique sa dernière relation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour que vous compreniez bien le principe. Elle est sortie avec une personne pour une seule raison. Elle était en soirée et un mec est venu la voir. Ils avaient picolé un peu tous les deux parce que la soirée était sympa, c'était des amis communs et cet homme finit par l'embrasser et elle accepte. Et donc ils sortent ensemble. Et elle me l'a expliqué tel quel. C'est-à-dire que en fait, il n'y avait aucune raison pour qu'ils soient ensemble. La raison, c'est il m'a embrassé et donc on est sortis ensemble. En gros, pour faire très simple, hein, je traduis, elle l'avait pas choisi. Elle l'avait pas choisi dans le sens
elle l'avait pas repéré dans la soirée, elle s'était pas dit que ce serait quelqu'un pour elle ou quoi que ce soit. C'est lui qui est venu à elle, qui lui a donné de l'intérêt, et donc elle y a répondu. Le problème de ça, c'est que ça donne des couples qui marchent pas du tout. Le problème de ça, c'est que la rencontre en tant que telle, elle est biaisée dès le début. C'est très très important de, de pouvoir faire un choix. C'est très très important de pouvoir se choisir l'un et l'autre. Parce que quand on arrive à la phase de routine, si on n'a pas choisi la personne, ça devient un peu l'enfer. C'est-à-dire qu'en gros, un peu comme dans le sketch de Florence Foresti, où je ne sais plus comment elle le fait, mais oh là là, il est trop fort, il joue de la guitare, etc. Et puis 6 mois plus tard, on est dans le quotidien et elle le déteste et elle a envie de défoncer sa guitare, etc. C'est un peu le même principe. Ce qui peut, ce qui peut apparaître comme un trait de personnalité ou un trait de caractère mignon finit par devenir un sacré défaut. Donc c'est important de pouvoir choisir l'autre. Et donc comment on fait pour pouvoir choisir une personne qui va pouvoir nous convenir et faire en sorte que ces 4 phases-là puissent par la suite bien se passer pour se répéter, et que ça finisse par bien se passer sur le long terme. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement. Vous savez, il y a souvent des personnes qui vous disent tu vibres de telle manière, ou tu as une lumière, tu es quelqu'un de solaire, etc. Il y a ce qu'on dégage. Ce qu'on dégage est très important pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce que je dégage, ça parle de moi. Si j'ai tendance, et là on va rentrer un peu dans le non-verbal, mais si j'ai tendance à être recroquevillé, si j'ai tendance à avoir une communication non-verbale qui va être uniquement une communication de protection, je vais souvent protéger mon ventre ou me mettre de côté, jamais parler en face à face, etc. Euh, Forcément, ce que je raconte dans ces moments-là, c'est pas un truc très très chouette. C'est pas un truc où j'ai confiance en moi, c'est pas un truc où je vais donner l'impression que je suis capable de plein plein de choses, etc. La deuxième raison qui fait que c'est très très important, ce fameux rayonnement, c'est ce que l'autre perçoit de moi. Et dans ce que l'autre perçoit de moi, il y a aussi la personne potentielle, le compagnon ou la fille idéale potentielle qui va venir m'aborder. Si j'ai tendance à être replié, si j'ai tendance à vouloir me mettre en sécurité, je ne vais pas forcément attirer que des bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on peut entrer, j'ai envie de dire presque dans le meilleur des cas, dans la relation médicament. Je rencontre un Saint-Bernard qui vient me sauver, qui vient me permettre d'exister et de me sentir bien dans ma peau. Et ensuite, il y a 2 options. Soit il a fait le job et je finis par le quitter parce que je me sens suffisamment fort que j'ai pas besoin d'un sauveur. Soit on reste dans une relation un petit peu biaisée où il y a le sauveur, il y a moi derrière, le fameux triangle de Cartman, et c'est un truc un peu compliqué à rééquilibrer derrière. Ça peut se faire, hein, sans problème, mais c'est pas un truc de départ qui est très très stable. Et donc, lorsqu'on a conscience de comment on rayonne, lorsqu'on a conscience de ce qu'on dégage, la personne d'hier, par exemple, le gros travail qu'on fait, c'est de réussir à nettoyer tout son passé pour qu'elle puisse avoir une très bonne estime d'elle, une très bonne confiance en elle ensuite d'elle, et pouvoir attirer les bonnes personnes véritablement à elle. Les tabous, c'est les premières choses qu'on fait sauter en thérapie. On s'autorise à être un peu brut, pas brutal, mais brut de coffre, euh, pour une raison très simple. C'est très important de pouvoir exister, c'est très important de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir affirmer les choses, de pouvoir parler de sexe, de pouvoir parler d'argent, de pouvoir parler des secrets aussi. Quand on anime les ateliers sur ma famille et moi, sur la psychogénéalogie, il y a toujours un gros travail qui est fait sur les secrets de famille. Donc on explique très simplement que plus les ascendants et les descendants ont les informations exactes, et plus ça permet à tous d'être à la fois honnêtes et surtout authentiques dans les relations à l'autre. En couple, c'est la même chose. S'il y a des envies au niveau sexuel, s'il y a des envies au niveau argent, s'il y a de la pudeur, s'il y a de la gêne, s'il y a toujours la même chose liée au passé,
mes parents fonctionnaient comme ceci, mes parents fonctionnaient comme cela, ou alors dans ma famille on fait ça et ça se fait pas là ce que tu es en train de faire ou de me faire vivre. C'est très important de pouvoir dire les choses et de jamais, vraiment jamais, garder les choses pour soi. Surtout en couple, pour une raison simple. Le partenaire en face, c'est censé être votre meilleur pote, c'est censé être votre âme sœur, c'est censé être la personne qui partage toutes vos nuits, qui partage toute votre vie, qui vous voit nu aussi et qui vous connaît donc aussi à travers les qualités et aussi, voire surtout les défauts. Alors, plus elle sait profondément comment vous fonctionnez et plus c'est facile. Et donc une fois qu'on sait comment l'autre fonctionne, il y a beaucoup moins de friction sur la ligne. On travaille à côté de Versailles, et donc avec une éducation très catholique, et donc avec énormément de secrets, de tabous, etc. Et je vous assure que le simple fait d'oser évoquer les choses, souvent ça libère énormément d'un poids. J'aurais 10 000 histoires à vous raconter là-dessus, hein, de, de Marie, par exemple, qui faisait pas suffisamment l'amour avec sa femme et qui finit par penser la tromper plutôt que d'avoir le courage de lui en parler. Et au final, lorsqu'il en parle, il découvre que sa femme, finalement, elle rentre dans une phase un peu dépressive parce qu'au travail, on la malmène et qu'elle n'avait pas osé en parler parce qu'elle avait un peu honte. Enfin, bref, vous voyez un petit peu le genre de construction que ça peut créer derrière. Et donc la logique de quelque chose de plus fluide et de plus simple. Est-ce que si on se dispute dans un couple, c'est quelque chose de sain? J'ai envie de dire ça dépend. Oui, euh, je pars du principe que dire les choses, c'est toujours bien. Alors si on est en colère et qu'on a besoin de les exprimer, même si c'est sur un coup de gueule, c'est toujours bien de le faire, à condition que l'autre puisse être suffisamment armé pour recevoir et pour entendre et pour écouter. Mais les engueulades en soi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est ce qui permet aussi à, à chacun de s'affirmer. Vous savez, souvent, je vais vous raconter une anecdote toute bête, mais dans une certaine partie de ma vie, en couple, moi, j'osais jamais me disputer. Dès qu'il y avait anguille sous roche ou dès qu'il y avait un peu de friture, je m'écrasais. C'est pas vraiment que je m'écrasais, mais je préférais ne rien dire de peur de blesser l'autre. Et au final, c'était un peu toujours moi qui me faisais avoir. Alors, c'est arrivé dans quelques relations, euh, et par la suite, déjà j'ai un peu travaillé le sujet, puis j'ai grandi, j'ai mûri, etc. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, je comprends personnellement, mais aussi à travers toutes les personnes qu'on reçoit tous les jours, à quel point c'est important de savoir se disputer. C'est-à-dire que le couple qui s'engueule et qui se dit les choses de manière un peu vive, mais qui sont là uniquement pour tirer l'autre vers le haut, c'est toujours une bonne chose. Par contre, évidemment, les disputes qui sont vouées à manipuler l'autre parce qu'on s'est senti blessé, donc on essaye de le rabaisser, qui visent à faire du mal, qui visent à continuer à exister, mais exister seul. Là, on rentre dans quelque chose de toxique et donc effectivement, ce sont pas des bonnes disputes et il vaut mieux attendre dans ce cas-là que l'émotion soit passée pour engager la conversation. Euh, donc les disputes, c'est une partie qui est toujours un peu touchy dans un couple. Le truc est de savoir que, ou de sentir, ou d'avoir la conviction que l'autre est là aussi pour notre bien. C'est-à-dire que si la dispute tourne que autour de soi tout le temps, c'est pas bon signe. Si la dispute, c'est réellement pour expliquer à l'autre qu'il aurait pu faire différemment et que ça se serait mieux passé s'il avait fait différemment, alors là, oui, c'est important de pouvoir toujours, même dans une dispute, entendre le message. Donc, je dirais simplement que la dispute, c'est une bonne chose, à condition que ce soit pour le bien de l'autre et pour continuer de s'affirmer, jamais en écrasant l'autre.